La justice en France, hors cas très particulier de huis clos, la justice est publique. Donc au tribunal, vous aurez les accusés qui sont à la main de la justice, des accusés qui comparaîtront libres, des avocats, que ce soit les avocats des parties civiles, c'est-à-dire nous, ou les avocats de la défense, les juges, les gens qui veulent venir au tribunal, donc les parties civiles, comme elles sont parties prenantes du dossier, ont un accès privilégié, mais n'importe quel citoyen qui se présente aux portes du palais de justice peut venir. À ce titre-là, il faut d'ailleurs savoir que les familles des accusés seront sûrement là, sans aucun traitement prioritaire par rapport au public général, parce que elles n'ont pas partie au dossier. Tous ces gens-là vont se retrouver dans la salle d'audience. C'est le principe de la justice. C'est le principe de remettre tout le monde à parler dans une même salle, face à face. Alors, pas à égalité, chacun a son rôle, mais pour être entendu de la justice. Et donc, il y aura aussi, évidemment, parmi les gens un peu du public, mais qui sont pas du vrai public, des journalistes, qu'ils soient accrédités ou pas. N'importe quel journaliste, encore une fois, a le droit de se présenter à la salle d'audience. Par-dessus ça, se rajoutera évidemment un service de sécurité dantesque, que ce soit dans la salle ou aux abords du palais de justice. L'île de la Cité va être transformée en forteresse. Partie civile, un podcast Live for Paris. Ce podcast est dédié aux victimes qui ont perdu la vie le soir du 13 novembre 2015, à ceux qui ne pourront pas voir ce procès. Épisode 7, l'organisation du procès. Enregistrement le 8 juillet, mes impressions suite à la visite de la salle d'audience. Je suis rentré à la maison, je suis dans ma chambre, posé sur mon lit et je repense un petit peu à cette visite de la salle d'audience qui a été spécialement construite pour le procès du 13 novembre. C'est la première fois en fait que je rentre dans un palais de justice comme ça. Et mon impression c'est que c'est une boîte dans une boîte, une grande boîte en bois, dans une boîte en pierre. Et on rentre par deux grandes portes qui sont au bout de la salle. C'est une salle tout en long. Et là, la première sensation, elle a d'abord été olfactive, malgré d'ailleurs le masque. Il y avait une forte odeur de bois et de bois neuf. Alors bon, je ne sais pas si le bois neuf, c'est quelque chose qui existe réellement. Mais en tout cas, c'était une odeur de neuf mélangée au bois. Un bois très clair qui donne une certaine luminosité à la pièce avec un plafond blanc. Il y a de part et d'autre les bancs pour le public et en réalité pour les parties civiles, les journalistes et les avocats. Du coup, la première impression, elle est un peu une impression de rentrer dans une église. Et puis après, à mieux y regarder, il y avait plutôt une impression finalement d'une installation pour un musée d'art moderne, d'art contemporain, comme s'il allait y avoir quelque chose d'exposé. Il y a des grands écrans plats qui descendent du plafond tout le long au niveau des bancs à gauche et à droite pour mieux voir ce qu'il se passe. Et au fond, effectivement, il y a les bancs à droite des avocats des parties civiles, à gauche avocats de la défense, puisque derrière les bancs des avocats de la défense, il y a le box des accusés, le même bois jusqu'à mi-taille, et puis après c'est une cage de verre ou de plexiglas, je ne sais pas vraiment. Et au fond, il y a la cour d'assises spécialement composée, donc avec le président de la cour, les magistrats assesseurs, le greffier sur sa gauche, les avocats généraux sur la droite, et l'huissier qui lui doit se retrouver peut-être un peu plus en bas. Et juste devant le président de la cour, il y a la barre des témoins. Cette salle, construite spécialement pour le procès du 13 novembre 2015, d'un peu moins de 700 mètres carrés, peut accueillir 550 personnes. À cela s'ajoutent 15 salles de retransmission, la plupart dédiées aux parties civiles, une pour les journalistes et une dernière pour le public, l'ensemble pouvant recevoir 2000 personnes. Au moment où j'enregistre, 2242 personnes se sont constituées parties civiles après avoir été 1772 au premier jour. Il y a 330 avocats, dont 30 côté défense. C'est une première. Le dossier étant tellement énorme, 3 avocats généraux représenteront le ministère public. On retrouve également un huissier, un greffier, et la cour d'assises spécialement composée du président de la cour, c'est-à-dire le juge, et de ses 4 magistrats assesseurs, suppléés de 4 juges présents en cas de défaillance. Mais pourquoi spécialement composée ? C'est Arthur Desnouveaux, président de Live for Paris, et Virginie Sansicot, historienne spécialisée sur les procès de la violence terroriste, qui nous explique son origine. Leur histoire est relativement ancienne parce qu'il y a toujours eu, dans l'histoire de la justice pénale, une réticence, une méfiance des autorités
à faire juger ces crimes qu'on estime terroristes, en tout cas cette violence-là, par des jurés populaires qui peuvent être défaillants selon le point de vue de l'autorité politique et de l'autorité judiciaire. Donc la question du juré populaire pour ce type de procès est posée depuis très longtemps. Mais il y a eu un déclencheur qui a amené la création de ces cours d'assises spécialement composées, notamment leur mise en application pour des procès terroristes. C'est dans les années 80, plus précisément un procès d'action directe, au cours duquel les jurés populaires avaient été menacés par les accusés, à tel point qu'ils s'étaient fait porter absents au lendemain de ces menaces, ce qui a amené finalement l'accélération de la mise en place d'une professionnalisation des jurys, afin de protéger les jurés populaires de situations difficiles et puis dans le même temps d'amener les cours à rendre une justice plus sereine et moins susceptible d'être impactée par des menaces, des audiences qui se passeraient difficilement. Et avec des jurés professionnels, on part du principe qu'ils sont plus préparés à cela qu'un jury populaire. C'est une particularité qui se comprend parfaitement, mais c'est aussi une particularité, moi que j'avais pu le constater au procès des attentats de janvier 2015, qui tord un peu le procès, parce que finalement on a un procès de professionnels. On a des avocats qui parlent à des magistrats qui savent lire les dossiers. Et on perd parfois l'aspect didactique qu'il y aurait si c'était un juré populaire où on réexpliquerait tout. Ça fait partie par exemple des remontées qu'a pu faire Life for Paris en disant « Pensez bien que le procès vous ne le faites pas que pour ces jurés professionnels, vous le faites pour les parties civiles, vous le faites pour les gens dans la salle. » Concrètement, comment se déroule le procès ? Du mardi au vendredi, à partir de 12h30, jusqu'à possiblement tard le soir. Les lundis sont des journées blanches et peuvent être utilisées pour rattraper les possibles retards sur le planning général. Dans le cas des témoignages des parties civiles qui devraient s'étaler sur 5 semaines, les lundis sont d'ores et déjà mis à contribution. Alors pourquoi, me direz-vous, on ne commence pas dès le matin ? Avec l'expérience du procès de janvier 2015, il a été décidé de raccourcir les journées, éprouvantes pour les parties civiles, l'ensemble des acteurs de la justice, mais aussi les accusés dont la gestion logistique lourde et inévitable pèse sur leur état de forme. Et je le rappelle, on a besoin qu'ils soient en pleine possession de leurs moyens pour une justice équitable. Sachant cela, quel est le planning mis en place par le président de la Cour ? Les 2 premiers jours ont été consacrés aux constitutions des parties civiles, les réitérations puis les nouvelles demandes. Le 3e jour, le président de la Cour fait part de sa vision du dossier, une sorte de super résumé qui se rapproche de ce que l'on trouve dans l'OMA, l'ordonnance de mise en accusation. Puis ensuite, à la barre, différents témoins, juges d'instruction du volet belge, enquêteurs, experts, médecins, forces d'intervention, qui apportent, selon leur champ de compétences, tous les détails nécessaires à la compréhension de ce dossier immense et complexe. À partir du 28 septembre 2021, et ce jusqu'au 29 octobre, c'est le difficile moment des témoignages des parties civiles. Certaines pourront d'ailleurs témoigner en dehors de cette période. Je vous le rappelle, on peut se constituer partie civile jusqu'au réquisitoire de l'avocat général, et l'on peut changer d'avis sur notre volonté de témoigner ou non. Et comment cela se passe pour les accusés ? C'est maître Daphné Pugliesi qui nous l'explique. Un dossier commence toujours sur les personnalités des accusés. Qui sont-ils ? Leur parcours de vie, leurs proches, leur scolarité, leur famille, leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, leur vie conjugale s'ils en ont eu une. Donc voilà, éventuellement leur voyage, ça peut être intéressant. Un peu moins la religion, alors que pourtant c'est partie intégrante. Mais c'est vrai que dans les affaires de terrorisme, la religion, souvent on la met plutôt dans l'analyse des faits. Parce qu'on estime que finalement elle fait partie intégrante de la commission des faits, puisque les faits sont commis au nom d'une religion et au nom d'une cause. Voilà, donc ça se passe comme ça. Et une fois qu'on a fait les personnalités, on commence les faits, et là souvent de manière soit chronologique, soit en fonction des lieux, donc ça le président nous dira comment il veut organiser tout ça, ou soit par personne, par individualité. Parce que là, ce sont pas les auteurs, donc ce serait certainement en fonction de la chronologie, donc le Stade de France en premier, les terrasses ensuite, et on finirait par le Bataclan. Mais là, comme ce sont des gens qui ont pu aider les uns ou les autres, et qu'on n'est pas tout à fait dans la même configuration, c'est possible qu'on le fasse par individualité. Une fois les accusés interrogés, leurs proches entendus, les différents experts, psychologie, contexte syrien, religion, logistique, armement et bien d'autres, passés à la barre, c'est le temps des plaidoiries des parties civiles, du réquisitoire du ministère public, puis pour finir des plaidoiries de la défense. C'est avec ces mois d'informations, de faits, d'expertise, d'arguments, de preuves que la cour d'assises spécialement composée rendra son verdict, normalement, le 25 mai 2022. 8 mois de procès, 8 longs mois de procès. Comment s'organiser en tant que partie civile ? Sur un procès comme celui-ci, aucune solution n'est totalement satisfaisante. C'est Arthur Desnouveaux qui explique l'importance du dialogue avec les associations et les pouvoirs publics qui ont apporté une première réponse totalement inédite.
Life for Paris a eu un rôle très important en amont du procès. Parce que un procès, malgré tout ce qu'on a dit et malgré le peu d'importance théorique des victimes dans la vie judiciaire française, ces dernières années, on voit bien que comme la société, la justice prend beaucoup en compte les victimes et que donc elle essaye de construire le procès en ayant en tête l'intérêt des victimes, autant que faire se peut leur bien-être, leur confort matériel, leur confort sécuritaire, comprendre les attentes des victimes. Et donc ça fait des années que Life for Paris parle aux conseillers justice de l'Élysée et de Matignon, au cabinet des différents gardes des Sceaux et à la cour d'appel qui organise le procès pour dire voilà, nous ce qu'on en attend en tant que victime et en tant qu'association, c'est ça. Ce qu'on constate comme difficulté et qu'on voit poindre comme difficulté, c'est ceci et cela, et ainsi de suite. Notamment la web radio est né du constat que Life for Paris a beaucoup de ses adhérents qui sont des gens qui sont encore dans la vie active, qui ne vont sûrement pas prendre 7 mois de leur vie pour aller tous les jours au procès. Même s'ils le voulaient, ce serait difficile et potentiellement suicidaire d'un point de vue professionnel, et que donc il fallait trouver une alternative pour que ces gens-là ne se retrouvent pas à suivre des live tweets de journalistes comme tout citoyen lambda. S'ils font partie de la procédure, ils ont le droit quand même à un traitement un peu différent. D'où l'idée de faire une web radio qui permet de ne pas être présent au procès, mais de le suivre au mieux. Life for Paris a un peu participé à tout ça. De la même manière, on a fait des remontées sur les relations entre les journalistes et les victimes, et le fait qu'on préférait que les journalistes, évidemment, aient le droit d'être présents, mais soient amenés à traiter les victimes de manière humaine et avec décence. Pour répondre à cette dernière problématique, les parties civiles ont un badge dédié. La solution a été de fournir 2 tours de cou, un rouge, un vert. Alors c'est simple, je vous explique. Quand je vais assister au procès, j'ai avec moi mon badge et mes 2 tours de cou. Quand je prends celui de couleur verte, c'est pour signifier à la presse que je veux bien répondre à leurs questions. Par contre, pour celui de couleur rouge, vous vous en doutez, c'est n'essaye même pas. Et je veux dire que c'est respecté, pour l'instant. Car des journalistes, il y en a. À l'ouverture du procès, 141 médias accrédités, dont 58 issus de la presse étrangère. Certains représentés par une 40aine de journalistes. Tout cela parce que ce procès est considéré comme hors norme. Pourquoi ? Est-ce qu'il est vraiment ? Je vous propose 3 avis pour vous faire votre propre idée. Ceux de l'avocate pénaliste Daphné Pugliesi, de l'ancien policier spécialisé dans l'antiterrorisme Stéphane Berthomé et de l'historienne Virginie Sancico. C'est un procès hors norme, d'abord par les faits qui ont été commis, évidemment, puisque la France a été frappée durement le 13 novembre et d'une manière très exceptionnelle. On n'avait jamais été frappé aussi durement par le terrorisme, même s'il y avait eu déjà Charlie Hebdo, l'épicerie cachère, etc. Donc déjà les faits effectivement sont en eux-mêmes hors normes. Il est hors norme par le nombre de victimes, puisque je crois qu'on est à plus de 2000 victimes. Et il est hors norme pour les moyens, évidemment, qui ont été dégagés pour pouvoir organiser ce procès qui puisse se tenir d'une manière équitable pour chacun, dans le respect de notre code et de notre législation et de notre démocratie. Est-ce que je vous surprends si je vous dis que c'est pas un procès hors norme ? Un petit peu. Parce que au fond, qu'est-ce que c'est ? Au fond, c'est le procès d'un attentat terroriste de grande envergure, avec un nombre d'auteurs important, avec beaucoup de gens qui ont été identifiés, dans le cadre d'un système de justice et d'un système policier qui, après les attentats, a assez bien fonctionné. Je vois rien d'exceptionnel là-dedans. Et je dis ça en précisant que ça n'a rien à voir avec la nature des faits et l'émotion et les blessures et les douleurs que ces actes-là engendrent pour les familles des victimes et pour le pays dans son ensemble. Mais je vous dis ça un petit peu en réaction à ce que je lis dans les médias, le procès hors norme, le procès du siècle, le plus gros procès. Oui, c'est un procès qui se tient dans une salle qui a été construite spécialement à cet effet. C'est un procès qui est capable dans lequel on va avoir un nombre impressionnant de parties civiles, etc., etc. Mais c'est bien aussi de rappeler que ce procès-là va se tenir dans les conditions de chacun des procès qui se sont tenus précédemment. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une quantité impressionnante d'éléments, vous savez qu'il y a une inflation médiatique sur le sujet. Et je pense que c'est malheureux de détourner l'objet d'un tel procès de son objectif initial qui est l'administration de la justice et la réparation pour les victimes en faisant un show médiatique. Et je pense que l'important
au-delà du nombre de personnes mises en cause, au-delà de tout ce dont on peut parler, c'est que ça va être le système de justice qui va fonctionner tel qu'il a fonctionné dans les autres procès, et qu'on doit s'attendre à ce qu'il fonctionne le mieux possible, qui serve les intérêts des victimes, qui défendent la démocratie et qui condamnent ceux qui doivent être condamnés, tout simplement, quel que soit leur nombre, quelle que soit l'ampleur du phénomène. Ce procès est-il hors norme ? On peut dire en tout cas qu'il rassemble un certain nombre d'éléments, de paramètres qui font qu'on peut sans doute le qualifier d'hors norme. Par exemple, c'est un procès qui sort de la seule sphère judiciaire, qui devient un événement politique. Mais bon, ce n'est pas le seul à sortir de la sphère judiciaire, donc c'est une caractéristique, mais ça ne peut pas être la seule. C'est un événement qui questionne la société. C'est évidemment le procès d'une attaque hors norme sur le sol français, que ce soit en nombre de victimes, et que ça concerne les modalités, notamment l'intervention de l'attentat-suicide sur le territoire français, qui crée du coup effectivement un traumatisme social et qui génère de la terreur, ce qui est l'objectif même d'un acte terroriste. C'est un procès à part du fait du nombre des victimes touchées, du fait de l'enquête tentaculaire. C'est donc un procès d'une immense ampleur, qui a nécessité la construction d'une salle d'audience grand procès, la démultiplication des salles de retransmission, la mise en service d'une web radio pour les parties civiles, etc. Et puis en plus, c'est un procès qui a une durée extrêmement longue, qui sort des durées habituelles, 8-9 mois. C'est un procès qui va voir comparaître des acteurs de premier plan parmi les accusés, ce qui n'est pas toujours le cas. C'était pas le cas pour le procès Mera, c'était pas le cas pour le procès des attentats de janvier 2015. C'est un procès filmé. Donc c'est un procès filmé pour constituer des archives historiques de la justice. Donc ça aussi, il y a eu très peu de procès filmés de cette manière-là, donc qui montre la spécificité qu'on lui confère. C'est un procès qui va être extrêmement médiatisé, on le voit au nombre d'accréditations. Donc voilà, tout ça, tous ces éléments pris indépendamment les uns des autres ne fait pas forcément d'un procès un procès hors norme. Mais il est vrai que tous cumulés, on est tous conscients qu'on a affaire à un événement judiciaire particulier en tout cas. Ce podcast est destiné à toutes les victimes de la nuit du 13 novembre 2015, rescapées et proches de victimes, aidants professionnels et non professionnels. Mais aussi à toutes les personnes qui se posent des questions sur le fonctionnement de la justice en France et sur la construction de la mémoire après le jugement. Partie civile, un podcast de l'association Life for Paris, écrit et réalisé par Seb Lascou. Cet épisode a pu être réalisé grâce à la participation d'Arthur Desnouveaux, de Virginie Sancico, Daphné Pugliesi et Stéphane Berthomet. Interview menée par Cécile Bobil et Seb Lascou. Découpage des interviews, Clara Bobil. Production, Léa Bobil. Chargée de production, Cécile Bobil. Toutes les musiques viennent de la plateforme CDM Music Library.